Madame, Monsieur, bonsoir. Une question d'actu spéciale Africa CEO Forum ici à Abidjan qui se tient sous la thématique du renforcement du secteur privé, de voir éclore de nouveaux champions africains. Alors pour cela, il faut un climat des affaires idoine, mais aussi les bonnes conditions de financement. Alors conscient de l'importance du challenge et fort de sa nouvelle politique d'investissement, le Maroc est présent cette année à Abidjan en force. La délégation marocaine est menée par le chef du gouvernement, M. Aziz Akhnouch. Il est également accompagné par le ministre de l'Investissement que j'ai l'immense joie de recevoir en interview ici à Abidjan. Bonsoir Mohsin Jazouli, merci de répondre à nos questions. Bonsoir Khadija Hassan et merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, il y a eu une session Morocco Now, où c'est la version en tout cas de l'Africa CEO Forum, c'est Invest in Morocco, comme il y a Invest in d'autres pays qui sont représentés ici. Quelles sont les attentes de la présence aujourd'hui du Maroc et de l'organisation d'une telle session face à des investisseurs africains et autres aussi, parce qu'il n'y a pas que des Africains? Écoutez, les attentes sont multiples. Le Maroc a l'habitude d'être présent ici à l'Africa CEO Forum depuis de nombreuses années. C'est un habitué. Les entreprises marocaines ont reçu des prix régulièrement. Les hommes d'affaires viennent ici. Mais la nouveauté, c'est que le gouvernement est représenté ici avec le chef du gouvernement qui est venu avec cette délégation. Et bien sûr, l'ambition, c'est de partager l'expérience marocaine, la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de la coopération sud-sud, l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, c'est ce que nous venons aujourd'hui représenter ici et nous l'avons fait bien sûr avec l'interview ce matin du chef du gouvernement, l'interview croisée avec le Premier ministre Patrick Hachi, mais également cette Invest in Morocco qui était le Morocco Now du CEO Forum où là encore nous sommes venus raconter de belles histoires entre le Maroc et le continent africain. Il y a de belles histoires et notamment en Côte d'Ivoire où le Maroc c'est aujourd'hui l'un des investisseurs majeurs sur toute l'Afrique de l'Ouest. Comment justement ce genre d'événements et la présence de ce genre d'événements concrétise-t-elle cette vision et aussi la pérennise-t-elle? Alors, vous le disiez, si bien il y a de grands investissements, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire fait partie des destinations privilégiées des entreprises marocaines. Ça a commencé par le secteur bancaire, les assurances, les télécoms, mais ensuite, après les nombreuses visites de Sa Majesté à travers le continent, d'autres entreprises sont venues imprimer leur marque ici avec de belles success stories dans l'immobilier, l'industrie, l'agro-industrie. Et aujourd'hui, d'autres se préparent encore à venir faire des co-investissements avec des entreprises ivoiriennes notamment. Nous allons revenir à ce concept de co-investissement parce qu'il est très très important quand on parle d'unir la voix des Africains et justement qu'il y ait une complémentarité entre tous les milieux d'affaires africains, ces 54 milieux d'affaires africains pour qu'ils puissent unir leur voix et mieux collaborer. Mais je voudrais aussi m'arrêter sur cette peut-être hasard du calendrier, n'est-ce pas? À quelques jours de la tenue de ce forum, de l'Africa CEO Forum, eh bien, il y a eu une grosse annonce pour l'industrie, pour l'investissement au Maroc. Il s'agit de cette Giga Factory et un groupe sino-européen, leader dans le secteur de la mobilité électrique, qui pose ses valises au Maroc, Monsieur le Ministre. Oui, tout à fait. Et puis, c'est intéressant de la mettre en perspective de tout ce que nous sommes en train de discuter en ce moment à cet Africa CEO Forum, à savoir la complémentarité de nos économies. Il y a une complémentarité certaine dans la mesure où effectivement c'est une usine importante qui va s'implanter au Maroc. Une gigafactory, ça veut dire une unité de grande taille, de très très grande taille, plusieurs dizaines d'hectares, plusieurs milliers d'emplois. On parle de 25 000 à 30 000 emplois et des investissements de l'ordre de 65 milliards de dirhams. Et c'est dans un secteur qui est le secteur de la mobilité électrique où on a besoin de fabriquer toute la chaîne de valeur du véhicule électrique et une grande composante concerne la batterie qui rentre en valeur pour près de 40 jusqu'à 60% de la valeur d'un véhicule électrique.
Et donc c'est important aujourd'hui qu'au Maroc, nous ayons cette maîtrise de cette chaîne de valeur et que nous la faisions en Afrique, là où se trouvent les ressources qui servent justement à fabriquer ces batteries. Il y a des batteries qui sont à base de phosphate, de cobalt notamment, et donc de manganèse, de lithium. Et bien entendu, ce sont des ressources qui se trouve en Afrique, c'est tout naturellement qu'il doit y avoir des unités de production logées en Afrique, avec un savoir-faire marocain aujourd'hui qui a démontré qu'il y a des success stories possibles avec notamment le secteur de l'automobile. Les investisseurs se disent que c'est l'endroit idéal pour venir investir dans ces technologies d'avenir. Et il y a dans le pipe ce co-investissement dans la mobilité électrique et peut-être aussi dans d'autres secteurs liés aux industries, j'ai envie de dire du futur, mais celles d'aujourd'hui. On parle d'énergie renouvelable, on parle de batteries, on parle de mobilité électrique, mais pas que. Et ce sont aussi, il y a des besoins en Afrique. Est-ce que les partenaires africains vous semblent prêts justement pour sauter le pas pour faire main dans la main pour attaquer ces enjeux de l'avenir? Tout à fait, tout à fait. On a cité le cas de la mobilité électrique, mais allons sur des choses qui sont à la limite qu'on touche plus facilement. L'agro-industrie. On est ici en terre de cacao. L'Afrique produit, et la Côte d'Ivoire représente 40% du marché de la production du cacao. Et sachez que l'Afrique ne capte que 7% de la valeur totale, de la valeur ajoutée totale liée au secteur du cacao, du chocolat. C'est bien dommage. Et donc, il faut de plus en plus imaginer de la production locale, de la transformation locale et de la création de valeur ajoutée locale. Et c'est tout naturellement que des entreprises marocaines qui ont un savoir-faire dans l'agro-industrie regardent aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire comment créer des chaînes de valeur liées à toute la filière cacao pour en tirer le maximum de valeur ajoutée et la localiser sur le continent africain. Et vous êtes là pour les accompagner, enfin quand je dis vous, l'AMDI… Nous sommes tous là, voilà, justement pour créer des opportunités, créer des rencontres entre les différents acteurs, les différents maillons de la chaîne de valeur et justement faire que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. C'est une ambition en tout cas. Alors, on ne peut pas parler, on est en 2023, et on ne peut pas parler d'investissement sans parler de la conjoncture mondiale. Avant de parler du cas Maroc et de l'Afrique, Monsieur le ministre, en toute objectivité, est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il est encore opportun d'investir? Et pourquoi? Moi j'ai envie de dire, il est encore plus que jamais opportun d'investir quand on est au bon endroit, au bon moment. Il se trouve que c'est le cas du Royaume du Maroc. Bien sûr, la Covid a bouleversé les chaînes de production mondiales, les chaînes de valeur se sont un petit peu reconfigurées. La crise ukrainienne est en train de bouleverser la power map énergétique. Les changements climatiques sont également en train de bouleverser la donne. Et c'est à ces moments-là que les pays comme le Royaume du Maroc, qui ont bâti quelque chose sur les 20 dernières années, et en particulier grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, c'est grâce à ce qui s'est passé sur les 20 dernières années qu'aujourd'hui nous sommes prêts à capter les opportunités, à saisir les opportunités qui naissent de ces chamboulements internationaux. Et oui, il est temps d'investir plus que jamais quand on est au bon endroit et au bon moment. Alors en parlant d'endroit, est-ce qu'il y a une cible géographique, une position géographique que le Royaume du Maroc cible en particulier pour attirer des investissements directs étrangers? Vous savez, depuis 18 mois, depuis que ce gouvernement a été formé, nous avons sillonné le monde, vous le disiez. Nous avons été vendre la marque Morocco Now aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Europe, en Allemagne, en Angleterre et bien d'autres. Et on a les mêmes réactions à chaque fois. Vous êtes un pays avec une stabilité grâce à la vision de Sa Majesté. Une stabilité, une sécurité. Vous êtes un pays dans lequel il y a une population jeune. L'âge médian au Maroc est de 29 ans, quand en Europe il est de 43 ans. Et ça, c'est une opportunité pour des investisseurs qui cherchent à employer du monde et à créer de la valeur autour des compétences. Nous sommes bien sûr à une position géostratégique essentielle, importante. Et puis, nous avons aujourd'hui réussi le
pari fixé par Sa Majesté il y a plus de 15 ans des énergies renouvelables, et nous avons aujourd'hui des énergies renouvelables disponibles et à bas coût. Donc tout ça fait que ces investisseurs nous regardent, et nous avons ciblé aussi bien les États-Unis que la Chine, que l'Europe, le Moyen-Orient ou aujourd'hui l'Afrique pour saisir toutes les opportunités, puisqu'aujourd'hui on nous regarde avec ses yeux qui brillent. Alors vous avez semé des graines. On devrait s'attendre à cueillir les fruits dans les mois, parce que ça ne vient pas d'un claquement de doigts d'attirer des investissements à des millions de dollars. Tout à fait. On a semé des graines il y a 18 mois et on a commencé à récolter déjà lors de la première commission nationale des investissements qui a eu lieu il y a quelques jours, à l'issue de laquelle on a pu passer des dossiers avec des montants records. Alors le premier montant record que je voudrais annoncer, c'est les 12 milliards quasiment d'investissements du secteur privé. Et de toutes les commissions d'investissement passées, aucune n'avait atteint ce montant-là de 12 milliards de dirhams. Ensuite, il y a le programme du groupe OCP qui a été présenté devant Sa Majesté, et nous avons fait passer la moitié du programme de 130 milliards, à savoir 65 milliards en commission des investissements. Ça, je dirais, c'est la suite logique de ce qui avait été présenté. Et puis, il y a des projets stratégiques des projets qui ont reçu le caractère stratégique à concurrence de 55 milliards de dirhams. Donc tout ça, c'est les fruits que nous cueillons des 18 derniers mois où nous sommes allés travailler tous la main dans la main, secteur public, secteur privé, comme l'a souhaité Sa Majesté le Roi quand il a appelé à ce que le secteur public, le secteur privé, le secteur bancaire travaillent justement la main dans la main pour créer ces 550 milliards de dirhams d'investissement et générer quelque chose comme 500 000 emplois entre 2022 et 2026. Et c'est un objectif qui vous semble réalisable et réalisable? On va tout faire pour le réaliser. C'est une ambition forte fixée par le souverain, et tout le monde l'a en face pour pouvoir la réaliser. Et nous sommes tous motivés par cette ambition qui nous a été fixée pour la réaliser, Inch'Allah. Alors il y a ces chartes de l'investissement, donc c'est la grosse nouveauté aussi, n'est-ce pas, depuis que vous êtes justement en charge de l'investissement. Peut-être un petit rappel des ambitions de cette charte de l'investissement, mais surtout, on attend les décrets d'application, parce qu'effectivement la charte pose un peu le cadre, n'est-ce pas, mais on attend les décrets pour que ça puisse voir le jour et vraiment être mis en œuvre sur le terrain. La charte de l'investissement, petit rappel comme vous le citiez, c'est un espace transparent, clair pour tous les investisseurs, qui donne des règles visibles par tous pour pouvoir justement pousser le secteur privé à investir et inverser la tendance entre investissement public et investissement privé à horizon de 2030, pour qu'à horizon 2035, l'investissement privé représente 2/3 de l'investissement total et l'investissement public 1/3. Cette charte, comme vous le savez bien, a trois grands piliers. Un pilier qui est lié aux primes d'accompagnement qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant de l'investissement. Il y a une partie qui est liée au climat des affaires et où on va améliorer le climat des affaires. Parlons de climat des affaires. Oui. Je vous interromps si vous le permettez, Monsieur le Ministre. C'est un peu le petit point noir qui persiste. Hein, je vais y revenir. Je finis juste mon troisième pilier, je reviens au climat des affaires. Bon. Sur le troisième pilier, c'est la gouvernance, et qui est aussi un élément essentiel dans la charte. Cette charte-là, puisque vous m'avez parlé aussi des décrets d'application, oui. On s'était engagé sur 3 dates. Pour la première fois dans une loi cadre, on prend des engagements fermes et on les tient. On avait pris 3 engagements. Sortir le premier décret d'application avant 3 mois, le second avant 6 mois et le troisième avant 1 an. Nous avons sorti le premier 2 mois et demi après la promulgation de la loi. Nous sortirons, Inch'Allah, le deuxième juste avant les 6 mois prévus, et nous travaillons sur le troisième. Donc, en ce qui concerne donc c'est pour bientôt le deuxième décret. Le deuxième décret est prévu avant fin juin. Il concernera les investissements directs marocains et étrangers qui permettront aux Marocains d'aller, justement, on les accompagnera, qui nous permettront d'accompagner les investissements marocains sur l'international. Pour revenir au climat des affaires. Est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés aussi au Maroc, hein, avant de... C'est pour ça que je parle de climat des affaires. Alors justement, sur l'accompagnement sur le Royaume et ailleurs, nous faisons tout pour favoriser
un bon climat des affaires. Et la Commission nationale de l'environnement et des affaires, qui s'est tenue le 15 mars dernier sous la présidence de Monsieur le chef du gouvernement, a fixé des ambitions claires et pour la première fois un plan multiannuel à 2023-2026 avec des ambitions claires. Simplifier le parcours de l'investisseur, rendre l'investissement plus compétitif dans notre pays et puis surtout créer une nouvelle génération d'entrepreneurs qu'on va pousser en lui facilitant justement tout cet acte d'investir et d'entreprendre. Donc ça fait partie de nos priorités, ça fait partie de nos ambitions également, c'est de fluidifier et de faciliter l'investissement et l'acte d'entreprendre au Maroc. Et l'acte d'entreprendre par région, par secteur ciblé, est-ce qu'il y aura peut-être aussi des gestes? Alors, peut-être aussi des programmes spéciaux pour certaines régions, Monsieur le ministre, qui ont besoin d'un vrai boost pour l'investissement. Les régions sont l'expression sur le terrain de tout ce qu'on fait et qu'on prépare en centrale. Il est évident que, d'abord, d'un point de vue gouvernance, nous avons délocalisé la préparation, la signature des conventions et le déblocage des primes pour des montants allant jusqu'à 250 millions de dirhams. C'est une première dans l'histoire économique et l'histoire de l'investissement du royaume. Donc les régions vont pouvoir se prendre en main et on va pouvoir les accompagner pour le développement. Bien sûr, vous avez vu qu'il y avait des primes territoriales pour sortir de l'axe classique Jdida, Casa, Tanger pour rentrer un peu plus dans les terres. Et ça commence à faire ses effets. Dans la première commission des investissements dont je vous ai parlé, on a eu 8 régions qui ont été justement ciblées par des investissements. Donc on a une vraie ambition d'équilibre des territoires. Et bien sûr, nous avons cette stratégie d'investissement qui est déclinée par région, par secteur et sur les prochaines années. Donc les choses sont claires pour nous, aussi bien sur la vision nationale que sur la vision régionale. Vous échangez de plus en plus, vous venez de tenir une réunion d'ailleurs avec le patronat. Est-ce que vous sentez qu'il y a la confiance qui est rétablie avec ces investisseurs marocains pour que justement ils investissent davantage ou pour que d'autres fassent le pas? Alors pour que la confiance soit rétablie, il faut que dans chacun des deux sens, elle soit rétablie. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est le cas. L'État fait confiance au secteur privé et le secteur privé fait confiance à l'État. Et nous travaillons la main dans la main. Vous voyez qu'ici, nous sommes une délégation à la fois de représentants du gouvernement et des représentants du secteur privé. Et on se parle, on travaille ensemble, on prépare justement l'avenir ensemble et il y a une confiance qui est entièrement rétablie. Je veux vraiment m'arrêter encore une fois sur le climat des affaires parce que c'est très très important. Et de toute façon, le climat des affaires et l'autre pilier qui est la gouvernance, c'est un peu, c'est des vases communicants, j'ai envie de dire, parce que l'un dépend de l'autre finalement. Alors, la réforme des CRI, Monsieur le Ministre. La réforme des CRI, c'est un maillon essentiel dans tout ce dispositif. Elle avait été entreprise en 2018 avec un travail que je tiens à saluer, qui est le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur avec la loi 47-18 qui avait permis de mener une première réforme. Aujourd'hui, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a demandé à ce que les CRI, il a demandé dans un discours, et c'est très clair, à ce que les CRI couvrent l'ensemble du process de l'investissement. Et donc c'est tout naturellement qu'ils ont été, leur responsabilité a été transférée au chef du gouvernement qui en délègue certaines prérogatives au ministère de l'Investissement. Et à partir de là, nous allons travailler ensemble, encore une fois. Comment vous allez réussir là où d'autres ont peut-être un peu échoué ou pas atteint les objectifs ciblés? On va travailler ensemble avec de nouveaux objectifs. Nous sommes dans un nouveau framework, un nouveau cadre de travail, cette nouvelle charte de l'investissement, ces territoires qui ont envie de se développer, cette gouvernance qui évolue, c'est tout ça qui va permettre justement de faire évoluer et de rentrer dans une nouvelle génération de réformes des CRI. Il y avait une première version des CRI, une seconde, et maintenant on va vers une troisième. Ce n'est pas les uns qui échouent, les autres qui réussissent. C'est des évolutions qui sont dues, je dirais, à l'évolution naturelle des environnements. Et l'environnement évolue, les CRI doivent évoluer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler régulièrement avec les 12 CRI pour que le mindset évolue
et que quelque part, on puisse être réellement au service de l'investisseur. Et chaque fois que je vais dans un CRI, je dis l'investisseur, c'est votre ami. Et il faut ses problèmes, c'est votre problème. Et donc c'est je dirais une philosophie qui est en train de prendre. Et je tiens à saluer leur travail et à les remercier pour leur engagement. Encore une fois, je vous le répète, on va tous réussir ensemble quelque chose puisque tout le monde a cette même ambition et nous sommes tous drivés par les objectifs qui nous sont fixés par Sa Majesté. Mais les séries vont rester dans le même format qu'ils sont aujourd'hui. On est en train de réfléchir justement. Donc c'est en réflexion. On y réfléchit. C'est prématuré de vouloir faire des changements. Nous travaillons, nous sommes en train de regarder quel est le meilleur format et nous travaillons avec eux. J'ai tenu des séances de travail avec eux et je suis satisfait par les échanges et les interactions que nous avons et je suis convaincu que nous allons tous faire du bon travail ensemble. Est-ce que ce bon travail va permettre vraiment d'accorder les violons entre le gouvernement et les régions? Écoutez, on est condamné à accorder nos violons. On est condamné à réussir et nous faits, allons réussir. Il n'y a aucun doute. Oui, mais comment justement accorder ces violons? Parce qu'il s'agit aussi que les régions assument une certaine responsabilité et il faut qu'elles puissent assumer ces responsabilités et qu'elles puissent avoir la main dessus. Vous savez, la régionalisation avancée souhaitée par le souverain, qui est en train de se déployer et qui est en train d'évoluer, a besoin d'un petit peu de temps. Dans tous les pays, ça a pris du temps. Donc on arrive à ce moment-là, nous sommes en pleine transition avec la décentralisation, la déconcentration. Tout ça a besoin d'effectivité sur le terrain. Et ça fait partie des choses que nous faisons évoluer avec ces opérations comme celle de la charte de l'investissement et de la régionalisation de la charte de l'investissement. On a commencé cette entrevue par les investissements internationaux, étrangers, mais aussi en Afrique. On va peut-être la terminer aussi là-dessus. Quel est aujourd'hui, parce qu'il s'agit beaucoup de souveraineté, on a beaucoup entendu parler de souveraineté économique. Est-ce que vous pensez que l'investissement... Oui, c'est sûr, vous allez me répondre que oui, il a son rôle dans l'atteinte de cette souveraineté économique. Mais pour le cas de l'Afrique, peut-être pas comme un continent, mais comme un pays, comment atteindre cette souveraineté grâce au co-investissement? La souveraineté, encore une fois, il faut peut-être compartimenter. Il y a la souveraineté au sens le plus extrême, le plus noble du terme. Et ensuite, il y a des déclinaisons. On parle de souveraineté sanitaire, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté liée à la sécurité, à la défense. Et pour chacun de ces compartiments, il y a un travail à faire. Vous voyez par exemple que pour la souveraineté sanitaire, Sa Majesté le Roi a initié un programme de cluster de vaccins qui aujourd'hui est en train de voir le jour et qui va assurer une forme de souveraineté sanitaire en cas de nouvelles pandémies. Donc quelque part, c'est un travail qui a été fait avec les acteurs publics et privés. C'est un réel partenariat qui s'est fait pour lancer ce cluster et qui va être effectif dans les prochains jours. Sur la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons les fruits de tout. Le plan Maroc vert, la génération green qui nous permet aujourd'hui, malgré les crises qu'on peut voir à l'international, avoir de la disponibilité, qu'on soit en période de crise sanitaire ou autre, à aucun moment les chaînes d'approvisionnement n'ont été rompues. Et ça, c'est parce qu'il y a un travail stratégique en amont, il y a des réflexions en amont, il y a de l'opérationnalisation, de la mise en œuvre qui ont permis justement d'aboutir aujourd'hui à cette souveraineté et sécurité alimentaire. Pareil, sur le militaire, il y a aujourd'hui une loi qui permet d'investir dans le secteur de la défense au Maroc. Ça permettra demain d'assurer une souveraineté supplémentaire. Et on y va à très grands pas. Donc tout ça, encore une fois, il y a de la conception, il y a de la mise en œuvre, il y a du pilotage, il y a bien sûr une vision, celle qu'on connaît, celle de Sa Majesté, et puis il y a les mises en œuvre au niveau d'un gouvernement aujourd'hui qui est fortement mobilisé. Et qu'en est-il du co-investissement justement en Afrique et les clés pour promouvoir justement ce co-investissement africain? Écoutez, on est là pour ça. On est là pour ça. Nous avons la chance que Sa Majesté le Roi ait pu effectuer ces 50 visites dans le continent
auprès d'une trentaine de pays africains et à l'issue desquels près de 1000 accords ont été signés et on en voit un certain nombre de déclinaisons qui ont permis très naturellement à des acteurs marocains de faire du co-investissement avec des acteurs africains. Et chaque fois qu'on va dans un pays ami, et Dieu sait qu'il y en a nombreux parmi tous les 54 pays africains, on retrouve des projets marocains, que ce soit des projets de coopération, que ce soit des projets de coopération technique également, ou encore des projets de co-investissement sur des secteurs qu'on a pu citer. Et ça permet aussi un accès au financement plus fluide, selon vous? Sur le financement, vous savez, quel que soit le lieu, à partir du moment où les projets sont bancables, on n'a pas de problème de financement. Et aujourd'hui, les projets proposés par le Maroc sont des projets bancables. Et je le vois, les bailleurs de fonds sont là, les investisseurs privés sont là, nos banques sont là. Donc nous avons l'écosystème de financement qui est prêt à venir accompagner les projets. J'ai eu l'occasion pendant ce forum de discuter avec certains d'entre eux et ils sont enthousiastes par rapport à tout ce qui est en train de se passer, encore une fois, depuis la vision stratégique de Sa Majesté jusqu'à la déclinaison de la charte de l'investissement et ce qui est prévu. Donc je ne suis pas inquiet sur ce sujet-là. Et bientôt, peut-être une annonce qui devrait encore une fois nous réjouir, comme celle de la Gigafactory. Je vous préviendrai, je n'hésiterai pas à vous appeler. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce Africa CEO Forum. Peut-être un dernier mot, Mohsin Jazzouli. Et c'est un plaisir d'avoir un membre du gouvernement sur mon plateau. Ça fait un moment que j'en ai pas eu. Et ça rassure en vous écoutant, parce que ça donne de l'espoir dans l'avenir et on a envie, on a besoin d'y croire et en vous écoutant, on le ressent sincèrement. Écoutez, merci beaucoup, j'apprécie. Et j'apprécie également d'échanger avec vous parce que je crois que mes collègues du gouvernement sont prêts aussi à venir échanger avec vous. Et je ne prends pas d'engagement personnel en leur nom, mais je sais qu'ils sont nombreux à vouloir venir. Donc dès que vous les inviterez, ils viendront. Marhaba, en tout cas, marhaba, nos plateaux partout, à Rabat, Tanger, ici à Abidjan, sont toujours ouverts pour nos chers membres du gouvernement. Merci beaucoup, Mohsin Jazzouli. Merci à vous, bonne soirée.